Bonjour mes amis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que toutes les quelques années, peut-être toutes les 5, 7, 8 ans, je, je réétudie un certain nombre d'ouvrages de philosophie. Et la philosophie étant la même, enfin les ouvrages étant les mêmes, le contenu ne changeant pas, je vois qu'à chaque fois j'appréhende ce contenu de manière différente. C'est-à-dire que c'est moi qui change en fait. Ce genre de textes sont très intéressants parce qu'ils permettent d'avoir un repère quasiment objectif, hein, qui ne change pas. Et puis on se mesure contre ce repère et on voit comment nous évoluons. Alors, la dernière étude que je suis en train de faire ces derniers jours, je suis en train d'avoir des lectures au sujet de Spinoza. Alors, Dominique Spinoza, c'est un cartésien espagnol à la base, juif, donc c'est très intéressant. Ce côté juif n'est pas juste là par hasard, parce que ça va donner une certaine vision, une certaine coloration à sa philosophie. Et il est espagnol, mais comme il y avait des persécutions de juifs, il est parti au Royaume-Uni, enfin non au Royaume-Uni, aux Pays-Bas plutôt. Donc c'est depuis les Pays-Bas qu'il travaillait. Et en fait, ce que je trouve intéressant, enfin, c'est une question que j'aimerais vous poser, si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, c'est que Spinoza était un panthéiste. Spinoza était un panthéiste. Panthéiste, c'est une manière de dire que tout est Dieu, Dieu est partout, tout est partie de Dieu, la nature c'est Dieu, tout ce qu'on voit c'est Dieu, et nous sommes nous-mêmes une partie donc de la divinité. C'est un panthéiste, contrairement à un théiste qui lui va voir Dieu quelque part, il y a Dieu, puis il y a le reste. Chez les panthéistes, il n'y a pas Dieu, il y a le reste. Tout est Dieu dans leur définition. Les panthéistes sont naturellement déterministes. Spinoza était déterministe. Euh, les théistes ne sont pas déterministes. Les théistes, parce que les théistes, comme ils séparent l'homme de Dieu, eh ben, l'homme va avoir une certaine liberté d'action, un libre arbitre. Ses actions, son parcours, son cheminement n'est pas écrit sur de la pierre, n'est pas déterminé. Donc le théisme, par la séparation, crée le libre arbitre. Alors que les panthéistes sont forcément déterministes. Et Spinoza était panthéiste et déterministe. Maintenant, la question que je me suis posée, certains l'ont probablement deviné, hein, vu mes préoccupations, vu d'où je viens, comment se fait-il que l'islam, et c'est ça ma question, si quelqu'un peut m'aider, comment se fait-il que l'islam est théiste, l'islam n'est pas panthéiste, l'islam est théiste, mais en même temps ultra-déterministe. Alors c'est vrai que ça fait, sur le plan philosophique, si vous voulez, ça fait un peu mélange des genres. Ça fait deux genres presque incompatibles qui, qui cohabitent. Donc c'est vrai que j'ai été un peu... C'est ça qui m'a un peu bousculé. Donc voilà, si quelqu'un a une réponse. Au-delà de la philosophie, enfin, j'aime bien lire parce que en ces temps difficiles pour tout le monde, je pense que revenir sur ses fondamentaux, lire, s'informer, se cultiver, se développer personnellement, sont de bonnes choses aujourd'hui. Parce qu'il faut de plus en plus au fur et à mesure que nous allons de l'avant, il faut plus de force, il faut plus de sagesse, de philosophie en fait, pour pouvoir faire face. Par exemple, moi je réalise avec les jours qui passent qu'il est possible, vous savez, quand j'ai fermé la clé de chez moi, hein, quand j'ai fermé chez moi la clé en partant du Royaume-Uni, avec mes valises dehors, j'avais 3 valises, euh, je ne savais pas quand est-ce que j'allais revoir chez moi. Mais j'avais quand même un espoir que je partais et puis que les choses allaient peut-être se calmer et puis que finalement je pourrais revenir à la maison. Et finalement, plus le temps passe, je regarde les news du Royaume-Uni, il y a une hystérie absolument sans nom. Une hystérie qui, je vais vous dire la vérité, le Royaume-Uni m'a toujours inquiété par rapport à ça, et pratiquement depuis le premier jour où je suis arrivé. Je vais vous dire quelque chose, vous savez, euh,
comment vous le dire? J'ai envie de faire passer le message à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est toujours dur des fois de trouver les mots. Comment vous dire? Je vais peut-être exagérer, je vais dire quelque chose, c'est exagéré, c'est au-delà de ma pensée. Mais j'ai envie de vous dire que des fois, j'ai l'impression que c'est un peuple qui apprécie de vivre dans l'urgence, de vivre dans la catastrophe. Ils se complaisent là-dedans. Alors ce que je viens de dire, ces mots que je viens de proférer, sont au-delà de ma pensée. Ma pensée est en deçà de ça. Mais je cherche juste pour vous situer. Les mots sont parfois sont parfois faibles, sont parfois pas suffisants pour transmettre l'intégralité de notre pensée. Je vous donne un exemple. Ça se passe il y a une dizaine d'années, j'étais au Royaume-Uni, j'étais au travail. Et puis, ils faisaient des tests, assez régulièrement, ils faisaient des tests de sirènes d'alarme, de systèmes d'alarme. Et en fait, il fallait voir. Il y avait certains qui avaient des gilets jaunes, c'est écrit Fire Marshal derrière. Hein. Donc, c'est des gens qui sont là, des employés qui sont définis pour aider les autres à sortir en cas d'incendie. Il fallait voir, comme je voyais certains hurler sur les gens, gueuler, les pousser dehors, avec une agressivité. Moi-même, j'étais chez les pompiers, j'étais pompier volontaire pendant longtemps, et j'ai vu des morts, j'ai vu des incendies, des vrais. Je ne me rappelle pas avoir vu des gens en situation réelle exprimer de manière vicieuse, exprimer ce plaisir, oui, ce mot correspond à ma pensée, ce plaisir de gueuler sur les autres, de vouloir effrayer les autres, de vouloir prendre de pouvoir sur les autres, dire voilà, la situation est urgente, maintenant laissez-moi sortir de mes gonds. Ça donne l'impression que l'anglais, tenez, ça donne l'impression que l'anglais, finalement, il joue un rôle. C'est un être civilisé, c'est un être très mesuré, c'est un être qui a le sens de l'approprié, de ce qui n'est pas approprié. Je me souviens juste avant le Covid, une de nos grandes urgences, c'était un jeune homme non-binaire qui n'avait pas trouvé un coiffeur pour non-binaire. Vous voyez, ce sont des gens qui vous donnent l'impression que ce genre de situation les choque, les touche au plus profond d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais tout ça est fin, tout ça c'est un voile, tout ça c'est du cinéma, c'est du théâtre, parce que à la moindre urgence réelle ou ressentie ou fabriquée, comme je vous disais, un exercice d'incendie, ils profitent pour sortir ce qu'il y a réellement en eux. Et en fait, je m'étais pris la tête avec ces gens. Je les avais accusés de manquer de professionnalisme et d'être trop agressifs en une situation qui exigeait plus de calme, de mesure, d'efficacité. Et je peux vous dire que quelques mois plus tard, j'étais dans cette compagnie technologique, j'étais dans un data center que nous avions là, centre de données, donc avec des baies, des serveurs et tout ça. Je devais passer la journée là-dedans pour installer un certain nombre de serveurs. Figurez-vous que à un moment donné, pendant mon travail, je réalise qu'il me manquait un outil, une clé USB, je ne sais plus, il y avait un serveur qui ne voulait pas redémarrer. Je me dis, tiens, je vais aller dans mon bureau chercher la clé USB en question. Je sors, l'entreprise était vide. Fantôme total, vide. Je me dis, ils sont où Et en fait, je regarde par la fenêtre et je les vois dehors, grelotter dans le parking. Et je me rends compte que c'était un test d'évacuation. Voilà. Donc, vous voyez, l'hystérie, mais sans efficacité. C'est ça un peu qui m'a toujours interpellé. Très hystérique, affectation de sentiments, rajouté sur la peur, rajouté sur le pessimisme et tout ça, mais en réalité, en termes d'efficacité, zéro. Voilà. J'ai constaté, je voulais vous dire autre chose sur un autre sujet, que Trump a été censuré des réseaux sociaux. Je me rappelle qu'il y a à peu près 2 mois, 3 mois, il y avait Jacques Dorsey, le PDG de Twitter, et il y avait Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui étaient devant le Congrès américain en train de témoigner qu'ils ne faisaient rien pour censurer les personnalités du bord politique de droite, quoi. Que les gens à droite de Staline n'étaient pas censurés. Et en fait, c'est faux, ça ne correspond pas à notre expérience de tous les jours. Et en fait, aujourd'hui, le président des États-Unis est censuré, alors que je rentre sur YouTube et on
On me suggère des ayatollahs iraniens, on me suggère des comptes officiels chinois qui sont promus, qui me sont suggérés. Alors que le président des États-Unis n'a pas le droit de s'exprimer. Et c'est grave en termes de sécurité nationale pour les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un pépin, s'il y a un problème, le président des États-Unis n'a plus de voix pour parler à la population. C'est ahurissant, c'est ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'impression, hein, moi je pense que les carottes sont relativement cuites, hein, vous me connaissez, hein. Je pense que les carottes sont cuites. Maintenant, bon, à la maison, je ne cache pas, je, je me prends la tête des fois sur ce sujet précis, hein, avec mon épouse qui me dit oh non, il y aura pas d'investiture Biden. Oh, vous de peu de foi. En fait, non, elle pense qu'il n'y aura pas d'investiture Biden. Il faut croire au plan. Il y a un plan. Il y a un plan. Oh, vous de peu de foi. En fait, non, c'est. Moi, je crois que les États-Unis, finalement, quand je regarde rétrospectivement, je reviens en arrière, quand j'étais ado, j'étais au lycée, on nous parlait du sénateur Joseph McCarthy. Et en fait, on le présentait comme un parano qui voyait du communiste partout. Et en fait, rétrospectivement, le temps vient lui donner raison. Parce que si vous regardez les pays communistes, que ce soit l'URSS, la Chine, tout ça, ont toujours tenu, dans leur discours contre le monde capitaliste, il y a deux mots qui reviennent tout le temps. C'est le mot décadent et c'est le mot corrompu. On comprend mieux ce que ça veut dire. Parce que un monde qui est basé sur la possession, le monde occidental n'est pas basé sur la vertu ou sur le savoir ou sur la tenue, non, il est basé ou sur la foi, comme le sont certains pays musulmans par exemple. Non, c'est un monde basé sur la possession, sur l'argent, la possession, le paraître, le matériel. Ce monde-là, comme corollaire, c'est qu'il est forcément corruptible. Parce que la matière, finalement, il est l'alpha et l'oméga. Donc ils sont rachetés. Les gens sont pas, les politiques ou autres responsables ne sont pas là en train de défendre des principes suprêmes auxquels ils croient. Ils sont là pour défendre une possession. Donc une possession se mesure de manière très objective en dollars, en euros, voilà quoi. Et puis plus tu alignes les billets, plus ils vont pencher vers toi. Et en fait, ceci a été très bien compris par les Chinois. Et d'ailleurs, si vous regardez juste l'année dernière, en 2020, combien de professeurs d'université américains et canadiens ont été arrêtés parce qu'ils collaboraient avec la Chine, parce qu'ils allaient en Chine vendre des secrets. Parce que les gars, voilà, ils travaillent dans des universités, ils ont accès à des recherches qui ont coûté des millions, pris des années, impliqué des milliers de gens, partent en Chine, et puis ils divulguent tout. D'accord? Donc, il y en a qui ont été arrêtés l'année dernière, si vous regardez dans les news. Mais si on regarde mieux encore, ce gauchisme, voire même l'emprise carrément, peut-être qu'il faut oser le dire aujourd'hui, peut-être même l'emprise du Parti communiste chinois, se ressent clairement dans les milieux universitaires. Clairement, milieu universitaire, école, tout ça. Surtout école, très dangereux parce que ça forme les prochaines générations. Dans le milieu du cinéma, le tout Hollywood, cinéma complètement sous leur coupe. Le milieu politique aujourd'hui, aux États-Unis, gauche, droite, pareil. Le milieu technologique, la Silicon Valley et tout. Donc réellement, il y a une très forte pénétration. Certains sont tenus par l'argent, d'autres sont tenus par le chantage, d'autres sont tenus par l'idéologie. Et le résultat net, c'est qu'on a un pays aujourd'hui, comme les États-Unis, qui va être livré, mains et poings liés, à la Chine, qui va ramper devant la Chine. Parce que quand Trump est arrivé, il a trouvé quoi? Il a trouvé, au-delà de qui il est, Trump, moi je suis très réaliste sur ce gars, mais il a constaté que les États-Unis se faisaient truander. Il a constaté que finalement les emplois américains étaient exportés vers la Chine, la plus-value qui devait être créée sur le sol américain était créée en Chine et tout, et que finalement l'Amérique juste allait consommer chez les Chinois. Mais c'est eux qui profitaient réellement des flux d'investissement et de création d'emplois, de création de valeur. Parce qu'aucun peuple ne peut ne rien créer. Juste, j'imprime le dollar et je vis. C'est pas possible. À terme, tu crèves. D'ailleurs, pourquoi la monnaie somalienne ou autre ne vaut pas grand-chose? C'est parce qu'ils produisent rien.
ta monnaie vaut et est associée à ta capacité en réalité de produire. Elle n'est plus adossée sur le dollar, mais elle est adossée à ce qu'on peut t'acheter. Aucun peuple ne peut ne rien faire, produire de l'argent et puis il achète tout. C'est pas possible. Donc, à terme, il a compris ça, Trump. Mais voilà, il s'est fait que des ennemis, dont les supporters justement du Parti communiste chinois. Et alors, il y a des gens qui disent oui, mais tu rêves, les États-Unis, un pays comme cela, ultralibéral et tout, tu vois le communisme. Non, c'est le communisme idéologique parce que il faut comprendre un truc que l'intérêt en réalité des élites, des élites et des gens ultra riches aux États-Unis, les gens qui tiennent les universités, qui tiennent les entreprises, qui tiennent les banques, qui tiennent tout ça, ont compris l'intérêt du communisme. C'est-à-dire que l'avantage du communisme, t'as qu'à voir en URSS, c'est qu'il te donne des élites riches. C'est que tu as un peuple qui est en esclavage, tu as un peuple qui est contrôlé dans ses moindres faits et gestes, un peuple qui ne peut pas lever la tête, un peuple dont la préoccupation majeure, c'est l'eau au robinet, c'est le pain, c'est acheter une paire de chaussures. Ça, c'est la préoccupation du peuple, alors que tu as des élites qui se la coulent douce. Donc c'est vrai que ce qui les intéresse, c'est pas le communisme social, mais ce qui les intéresse, c'est les inégalités que crée le communisme et qu'il fait perdurer. Et il bloque la société. Pas dans ses textes, pas dans sa théorie, mais dans sa pratique. Et ils ont compris cela. Ils sont très pragmatiques. Et ça les intéresse. Donc voilà. C'est pour moi, je pense que Biden sera intronisé le 20, hein, comme de bien entendu. Je pense qu'il livrera, il a déjà dit que le 20, les États-Unis vont rejoindre les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est quoi? Les accords de Paris, c'est une manière de dire que le travail américain va être surtaxé. Ça signifie baisser la productivité américaine, baisser la compétitivité américaine, parce que travail exige énergie. Si l'énergie est plus chère chez toi qu'ailleurs, ben ton travail ne vaut plus la peine d'être fait, parce que la matière, ce que tu vas sortir de ce travail-là, va coûter trop cher. Donc déjà, il va diminuer, en rejoignant les accords de Paris, il va diminuer la compétitivité américaine. Puis bien sûr, j'imagine que tous les contrats qui étaient, que Trump avait renégociés et tout vont être dénoncés, et puis d'autres très défavorables aux États-Unis vont être signés immédiatement. Voilà. C'est triste, hein. C'est triste de voir ce pays s'écraser de cette manière, parce qu'aujourd'hui, la crédibilité des États-Unis, l'aura des États-Unis est quand même entachée, quel que soit le bord duquel on se trouve. Et on constate que finalement, notre monde, si nous on est en Europe, hein, on est entre la Chine et les États-Unis, si vous voulez, on constate, et je vais peut-être finir sur ça, que nous ne sommes plus sous influence américaine, enfin de moins en moins sous l'influence du modèle libéral américain, mais nous sommes de plus en plus en train de rentrer dans l'orbite de la Chine. Ça signifie qu'on risque de finir, comme en Chine, avec des camps de travaux forcés, avec des applications qui nous surveillent, avec un État qui a tous les droits sur nous, qui a le droit de nous enfermer à la maison, qui a le droit de nous dire qui rencontrer, pas rencontrer, qui a le droit de casser nos portes sans mandat et venir comme au Royaume-Uni maintenant. Et en fait, on peut finir même avec un score social. Ils ont en Chine un score social. Il n'y a pas de raison que ce score social n'arrive pas en Europe sous un autre nom. C'est absolument ahurissant. Nous sommes réellement en train d'aller vers le modèle chinois, semble nous happer à grande vitesse. C'est pour ça que j'ai laissé entendre dans cette vidéo que je soupçonne qu'un nombre important d'élites sont achetées par le Parti communiste chinois, parce que je vois réellement que nous sommes en train d'adopter le modèle chinois. D'ailleurs, en Angleterre, il y a un responsable politique qui l'a dit très clairement. Il a dit nous ne pensions pas pouvoir faire ce que la Chine faisait, mais quand l'Italie a commencé, on a constaté que nous pouvions nous en sortir en faisant comme la Chine. Et puis voilà, nous sommes en train d'adopter le style de gouvernance chinois. Voilà. Donc maintenant, bon, la Chine n'a pas que du mauvais. Hein. Je veux dire, s'il y a des Chinois qui me regardent, je ne vais pas critiquer non plus. Hein, mais
les Chinois, quand par exemple un haut responsable est inculpé pour corruption et il trouve qu'il a corrompu, qu'il a été corrompu, qu'il l'a corrompu, généralement il est abattu dans la cour derrière le tribunal. Il condamne à mort pour ça. Condamne à mort aussi, rappelez-vous l'histoire du lait contaminé. Ils ont eu du lait contaminé, des gens ont été condamnés à mort. En Chine, quand ils distribuent à la population en produits contaminés, mais en fait, c'est condamné à mort aussi. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont en train de prendre du modèle qui sert les élites, en fait. C'est ça. Et c'est un système d'esclavage en réalité. Et cette fois-ci, ce sera pas, d'ailleurs, j'ai jamais cru, jamais ça, je vais pas partir sur un autre sujet, mais comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je crois qu'on est passé de l'esclavage des Noirs à l'esclavage des Noirs et des Blancs. Donc à l'esclavage qui était racial, qui était lié à une race, qui était lié à une couleur de peau, donc l'esclavage des Noirs. Et nous sommes passés de l'esclavage des Noirs à l'esclavage de toute une classe sociale. Et finalement maintenant à l'esclavage de toute une population. Voilà, c'est un peu ça ma vision. Donc lorsqu'on a libéré les Noirs, les esclaves noirs, ce n'était pas réellement pour les libérer, c'était pour leur dire, bon, maintenant que vous êtes esclaves et les autres sont aussi esclaves, ben allez avec eux et puis tout le monde est esclave. Voilà. J'en parlerai une autre fois avec plus en détail, mais j'avais abordé ce sujet déjà. Ok mes amis, je vous laisse et si vous avez un début de réponse à mes questions sur Spinoza et l'islam, je suis preneur. À bientôt.